Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès France, maître de conférences associé à l'Université de Paris-Cité, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. C'est le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Après l'avoir quitté dans le chaos et la désolation en janvier 2021, le 47e président élu des États-Unis sera réinvesti en janvier 2025. Ce n'est pas qu'une victoire des républicains, c'est aussi une victoire du complotisme. Exalté par ce nouveau mandat, la complosphère n'espère qu'une chose, que le futur président réforme en profondeur le pays et puisse vaincre le Deep State qui entrave sa politique. Une obsession tenace partagée au sein même de la garde rapprochée du président. Donald Trump, le retour du complotisme à la Maison-Blanche, c'est le 76e épisode de Complorama. Vous avez volé les élections de 2020, vous vous êtes moqué, vous avez ridiculisé, vous avez mis des gens en prison. Mais tout ce truc bidon est en train d'être balayé. Biden est en train d'être remplacé, Kamala Harris est balayée, MSNBC se fait balayer, le ministère de la Justice est balayé, le FBI va être balayé. Vous êtes nuls et maintenant vous allez payer le prix pour avoir essayé de détruire ce pays. Vous ne méritez aucun respect, vous ne méritez aucune empathie et vous ne méritez aucune pitié. C'était Steve Bannon le soir de l'élection, mercredi 5 novembre, sur la chaîne de télévision conservatrice Real America's Voice. Donald Trump a revendiqué une victoire jamais vue, selon lui, à l'élection présidentielle face à Kamala Harris. À peine sorti de prison le 29 octobre dernier, Steve Bannon s'est tout de suite engagé dans la campagne pour Donald Trump. Alors, Rudy, rapidement, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Steve Bannon et pourquoi est-ce qu'il a fait de la prison ? Oui, d'abord, l'extrait il donne bien le ton général, l'esprit de revanche qui anime les partisans de Donald Trump, assez glaçant d'ailleurs, le côté « vous ne méritez aucune pitié ». Steve Bannon, c'est vraiment une figure emblématique du Trumpisme, et du premier Trumpisme d'ailleurs. C'est aussi un stratège, il a été considéré un temps comme l'éminence grise de Donald Trump. Il a fait 120 jours de prison, là, ces 4 derniers mois, pour entrave à l'enquête du Congrès sur les événements du 6 janvier 2021. Il avait refusé de répondre aux convocations qui lui étaient adressées. Il a refusé aussi de fournir des documents qui auraient pu éclairer la représentation nationale américaine sur son rôle dans la mécanique qui a conduit à l'assaut contre le Capitole, qui est un événement qui a fait plusieurs morts, faut le rappeler. C'est le cofondateur du site d'extrême droite Breitbart News, Steve Bannon. Il a contribué aussi à faire émerger cette fameuse alt-right américaine, qui est plus tout à fait la droite conservatrice traditionnelle américaine, qui est autre chose, qui est en rupture vraiment avec ce conservatisme traditionnel et qui est assez ouvertement hostile aux institutions démocratiques. Bannon, c'est aussi l'animateur depuis 2019 d'un podcast très influent, War Room, dont on a déjà parlé ici, et qui est une sorte d'asile pour tous les théoriciens du complot et militants d'extrême droite du pays. C'est une caisse de résonance de toutes les thématiques complotistes actuelles, le Great Reset, le Nouvel Ordre mondial, le covido-complotisme, l'anti-vax, les spéculations sur des réseaux pédosatanistes, etc. Et cette influence de Bannon, il faut le dire aussi, elle ne se limite pas aux États-Unis. C'est vraiment, il a tenté de développer un mouvement international de soutien aux grandes figures populistes. Ça va de Jair Bolsonaro à Marine Le Pen en France, en passant par Matteo Salvini en Italie. C'est vraiment l'idéologue d'un populisme identitaire qui ne connaît pas de frontières. Tristan. Moi, ce que je trouve absolument fascinant, c'est le retour de Bannon. Il était, effectivement, quand il a fait de la prison, on pensait qu'on n'entendrait plus jamais parler de cet individu. Et donc, il y a une sorte de retour en force de cette figure centrale quand même du complotisme trumpien. Et ce qui est aussi fascinant, c'est qu'on l'entend dans cet extrait, il surfe encore, bien sûr, comme Trump lui-même, sur toute cette idée de vol des élections de 2020. C'est devenu une sorte de mythe fondateur de la mouvance trumpienne aujourd'hui. Mais surtout, et tu le disais, Rudy, en intro, moi, ce qui me frappe, c'est évidemment la violence verbale de son propos, qui est absolument folle. Il dit que vous allez payer. Il le dit, face caméra, vous allez payer et on va être sans pitié. Donc là, on a une vraie tonalité que je trouve assez inquiétante et qu'on retrouve de façon assez diffuse dans toute cette complosphère pro-Trump revancharde et qui est relayée par d'autres influenceurs du même type que Bannon. Et il y a vraiment une idée de vengeance pour tout ce qu'on aurait plus ou moins subi. Y a-t-il eu d'autres théories complotistes après cette soirée ? Oui, exemple avec Michael Flynn, c'est l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, qui explique dans le sonore que vous allez entendre que la gauche a essayé de tuer Donald Trump plusieurs fois et qu'elle, je cite, ne va pas lâcher le pouvoir comme ça. Stay humble,
Restez humble, restez prêt, restez fort, et on va avancer à partir de maintenant jusqu'à l'investiture. Donald Trump, il sait qu'il doit rester en vie, parce que c'est un des problèmes auxquels on va être confronté. La gauche dans ce pays, la gauche marxiste, ne va pas lâcher le pouvoir comme ça. Ils ont déjà essayé de le tuer plusieurs fois. Donc on doit se battre pour nos objectifs. Je sais que Trump va monter sur scène bientôt. Voilà ce que je veux dire quand je dis qu'il faut se battre pour l'objectif. Michael Flynn, interrogé dans l'émission InfoWars du complotiste Alex Jones. Rudy, est-ce que tu peux me rappeler son parcours à Michael Flynn ? Oui, Michael Flynn, c'est un ancien général de l'armée américaine qui est devenu conseiller à la sécurité nationale, tu l'as dit, sous la première administration de Trump. Il avait dû en démissionner assez rapidement pour parjure, après des révélations dans la presse qui concernaient ses contacts avec l'ambassadeur de la Russie avant l'arrivée au pouvoir de Trump, des conversations qui auraient notamment abordé la question de la levée de sanctions contre la Russie. Il est aussi connu, Flynn, pour ses déclarations incendiaires au sujet de l'islam, pour avoir adoubé aussi la mouvance QAnon, une mouvance qui prétend lutter contre la pédocriminalité sataniste, la cabale, etc. Et on l'a vu, par exemple, reprendre à son compte, dans une vidéo, le fameux mantra des QAnon, le « Where we go one, we go all », qu'on pourrait traduire par « un pour tous, tous pour un ». Mais surtout, il a joué un rôle prépondérant dans la théorie du complot sur le Deep State, l'État profond. Il a vraiment contribué à banaliser l'idée que Trump était aux prises avec cette organisation occulte, parallèle, qui manipulerait tout dans les coulisses. Et récemment, il a expliqué aussi que la gauche disposait probablement de militants payés pour inciter à des troubles dans les rues. Mais ce qui est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'écouter, c'est qu'il montre très bien que le complotisme, c'est une projection. On prête à l'adversaire ce qu'au fond on serait prêt soi-même à faire. Et pourtant, les faits démentent complètement ce que dit Flynn ici, puisque par exemple, il est faux de dire que ce sont les démocrates ou la gauche qui a essayé d'assassiner Trump. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas un risque que des gens veuillent assassiner Trump, ça c'est vu et peut-être que ça se verra encore, mais jusqu'à preuve du contraire, la gauche ou les démocrates ne sont pas impliqués, mais surtout, contrairement à ce qu'ils laissent entendre, les démocrates, ils ont reconnu le résultat des urnes, ils se sont inclinés devant le vote populaire, ils n'ont pas cherché à se maintenir au pouvoir illégalement. Or, essayer de se maintenir au pouvoir illégalement, c'est précisément ce dont s'est rendu coupable Donald Trump, en l'occurrence. Quelles ont été les autres réactions du côté de la complosphère américaine, Christin ? Pour être tout à fait honnête, a priori, toute la complosphère américaine est à fêter cette élection. Elle se sent pousser des ailes. Ils sont vraiment tous habités d'une sorte d'envie de revanche, vraiment débridée, assez inquiétante. Ils surfent absolument tous dessus. Et Alex Jones, la figure vraiment la plus représentative de cette complosphère américaine pro-Trump, vit vraiment sa meilleure vie. Depuis, disons, 1 ou 2 jours avant l'élection et jusqu'à maintenant, il fait des lives non-stop. Il cherche à capitaliser clairement sur ce moment. Il fait des lives sur X, évidemment, tous les jours, absolument tous les jours, en profitant des 3 millions d'abonnés qu'il a maintenant sur X grâce à Elon Musk. Et il n'arrête pas de vendre des produits et de faire des appels aux dons. Donc c'est vraiment un moment de capitalisation à la fois financière et d'audience. Il cherche à surfer là-dessus. Un autre point, et j'aimerais ajouter juste ce dernier point, qui est quand même assez notable et assez déroutant, c'est qu'on a vu apparaître dans cette ébullition complotiste, alimentée par la complosphère d'extrême droite depuis des années, on a vu apparaître, malgré tout, un complotisme du côté des pro-démocrates. Et malheureusement, un complotisme qui reste marginal par rapport à cette complosphère d'extrême droite américaine, mais qui est une réalité d'audience, notamment sur X, avec des démocrates qui ont commencé à pousser l'idée que Trump aurait volé notamment cette élection en 2024, simplement du fait qu'il y avait beaucoup moins, des millions d'électeurs démocrates en moins. Ils ne se l'expliquent pas. Ils pensent peut-être même, pour certains d'entre eux, que Trump aurait carrément triché. Il aurait triché et donc volé cette élection. Le problème, c'est que certains de ces tweets ont eu plus de 10 millions de vues. Donc j'insiste encore là-dessus. C'est un phénomène marginal par rapport à la complosphère d'extrême droite américaine, mais c'est une réalité. Une partie de la frange, une frange assez marginale, démocrate, malheureusement a été contaminée par ce type de discours et promeut des discours complotistes.
Je tiens simplement à vous dire, au nom de ce groupe extraordinaire de personnes, des personnes qui travaillent vraiment dur, des gens extraordinaires, et on pourrait ajouter quelques noms, Robert Kennedy Jr. par exemple. Il va nous aider à redonner sa santé à l'Amérique. C'est vraiment un type extraordinaire. Il veut s'engager. Ce que je lui ai dit, c'est écoute Bobby, le pétrole, on en a plus qu'aucun autre pays dans le monde, plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie. Bobby, tiens-toi loin du pétrole, mais sinon, profite. Lors de son discours de victoire, Donald Trump a donc laissé entendre que Robert Kennedy Jr. pourrait occuper un poste important au sein de l'administration Trump dans le domaine de la santé. Robert Kennedy Jr., c'est un vaccino-sceptique, adepte de la diffusion de théories du complot. C'est lui, d'ailleurs, Rudy, qui est derrière le slogan « Make America Healthy Again ». C'est ça, rendre sa santé à l'Amérique. Il a même dit, Donald Trump, à Bobby, qu'il allait le laisser se déchaîner sur la santé. Je vais le laisser se déchaîner avec la nourriture, le laisser se déchaîner avec les médicaments. Tout un programme. RFK, donc c'est le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Il a affirmé par le passé que la vaccination des enfants causait l'autisme, qu'aucun vaccin n'était sûr et efficace. Il est à la tête d'une organisation anti-vax américaine qui s'appelle Children Health Defense. Et puis il a eu des sorties complotistes, notamment sur le virus du Covid-19, en expliquant que c'était une sorte d'arme biologique, ethnique, génétiquement modifiée pour épargner les juifs ashkénazes et les Chinois. Il était revenu, il avait rétro-pédalé ensuite, mais voilà, il est l'auteur de ce genre de déclarations. Il y a quand même un paradoxe. Quelle convergence on peut trouver entre le champion de l'alt-right américaine aujourd'hui et le neveu du président démocrate John Fitzgerald Kennedy, qui par ailleurs, Bobby, est sur la question du climat, il n'est pas climato-sceptique, par exemple, contrairement à la base républicaine. Quelle convergence on peut trouver entre un ex-président qui s'est targué d'avoir pris les mesures pour garantir que les Américains reçoivent en priorité les vaccins anti-Covid, et l'homme qui, depuis des années, est le porte-voix des anti-vax les plus radicaux, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe également. Et puis, quelle convergence on peut trouver entre Trump, qui, lorsqu'il était à la Maison-Blanche, entre 2017 et 2020, a nommé plusieurs lobbyistes de l'industrie agroalimentaire à des postes clés, avec pour effet d'alléger les normes en matière de sécurité alimentaire et de protection des consommateurs, et puis quelqu'un qui prétend que la santé des Américains est son unique souci. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir résoudre. On parle de lui quand même pour être ministre de la Santé. Tristan. Oui, c'est absolument déroutant de voir qu'un personnage comme lui, qui est évidemment le héros des anti-vax de la planète, vraiment de la planète, et il se trouve qu'il a d'ailleurs tweeté le 7 novembre, RFK Jr., il a tweeté son programme. Et les principaux points de son programme, c'est, et là je le cite, c'est nettoyer la corruption dans les agences gouvernementales de santé. Et je dois dire que ça, c'est quelque chose qui résonne et qui rappelle, qui donne l'idée d'une sorte de purge et qui franchement fait écho à ce fantasme complotiste qu'on a entendu pendant des années, titré le Nuremberg 2.0, qui a été poussé par la complotosphère avec l'idée qu'on va faire payer tous ceux qui sont responsables des vaccins, du Covid et je ne sais quoi. Avec des fois des propos extrêmement virulents, des attaques personnelles qui sont du harcèlement, qui peuvent être assez inquiétants et dangereux. Son deuxième point, c'est obliger les agences de santé à revenir sur une science basée sur des preuves, comme si ça n'était pas déjà le cas. Derrière ça, on comprend que évidemment, il va s'attaquer en fait au consensus scientifique tel qu'il était établi auparavant sur les questions de santé. Il veut remettre tout ça en cause. Donc c'est profondément inquiétant. J'ajoute une dernière petite chose assez cocasse. C'est que il se trouve que tout récemment, le 6 novembre, RFK Jr. a reçu un soutien remarqué d'une personnalité française qui est Didier Raoult, qui a fait un long tweet assez lunaire dans lequel il explique, il salue l'arrivée de RFK Jr. en disant qu'il va enfin éliminer la mafia de Big Pharma.
une terminologie qui résonne clairement, évidemment, dans toute la complosphère française, et s'occuper, notamment, il cite Anthony Fauci, qui est une figure centrale de la lutte contre le Covid et qui est harcelé par la complosphère internationale, et qu'il va aussi s'occuper de Bill Gates. Voilà où on en est aujourd'hui. Robert Kennedy Jr., qui donc fait partie de la garde rapprochée de Donald Trump, comme Elon Musk, dont le rôle a été assez central dans la victoire de Donald Trump, justement, Tristan. Oui, alors il faudra qu'on mesure de façon assez précise quel a été le rôle de Musk dans la victoire effective de Trump. On avait d'ailleurs consacré tout un complorama, notre dernier complorama, sur le soutien de Musk à Trump. Il y a juste une chose qui m'inquiète, un épisode particulier qui concerne Elon Musk. Il se trouve que le jour de l'élection de Trump, Musk a partagé un clip pro-Trump, assez caricatural, à l'intérieur duquel il y avait une référence explicite à la mouvance QAnon, avec une lettre Q qui apparaît très clairement dans le clip, qui est nettement visible, et ça a d'ailleurs été perçu par la QAnon sphère, ça les a totalement électrisés. Ils ont vu ça comme une sorte de validation. Et ce clin d'œil, à mes yeux, franchement, à ce moment-là de l'élection, est un signal assez inquiétant sur ce qui vient. Et qu'en est-il de Joe Rogan, de Steve Bannon, Tucker Carlson, ces personnes qui sont dans cette garde rapprochée aussi finalement de Donald Trump? Oui, c'est des personnalités qui gravitent autour de Trump et qui sont tous surtout des influenceurs majeurs, complotistes bien sûr, de la mouvance pro-Trump, et qui ont tous les trois des émissions, des podcasts en ligne qui ont une audience absolument folle. À eux trois, ils cumulent des centaines de millions d'abonnés potentiels. Donc c'est vraiment un écosystème extrêmement puissant. Et je rappelle juste une remarque qui avait été poussée par le général Flynn et qui expliquait que la présidence Trump serait la podcast presidency. Ce qu'il voulait dire par là, c'était que tous les podcasts et ces médias alternatifs de Joe Rogan ou de Steve Bannon sont en fait le nouvel écosystème, le nouvel environnement médiatique de la Trumposphère. Et que ces médias alternatifs, particulièrement les podcasts, ont été un rouage important du dispositif Trump et qu'ils vont l'être probablement de l'administration Trump qui vient. Et j'insiste sur un point, il n'y a absolument aucun équivalent du côté démocrate. Un point quand même pour illustrer ce dont on parle, et que nos auditeurs prennent la mesure de ce qu'on entend. Dans un podcast comme celui de Bannon, on a eu Tucker Carlson il y a quelques jours seulement, qui explique par exemple que les récents ouragans qui ont dévasté une partie des États-Unis, qui ont fait plus de 200 morts, n'ont absolument rien à voir avec le réchauffement climatique, et qu'en réalité c'est dû à l'avortement. L'avortement, c'est-à-dire c'est une punition divine, puisqu'il explique que l'avortement sont des sacrifices d'enfants et qu'on ne peut pas faire ça impunément sans que ça ait des conséquences. Voilà le genre de propos qu'on entend de la part de très proches de Trump sur ces podcasts. La plupart des bureaux du ministère de la Justice sont politisés et corrompus, mais rien de comparable au district sud et à Washington. C'est de là que partent toutes les attaques politiques. Trump va prendre le contrôle de tout ça. Il y place ses pions et ils ont déjà essayé de le tuer. Ils nous poursuivent tous. Oui, ils vont essayer de nous tuer à nouveau. Ils veulent me mettre en prison, mais je ne vais pas me taire et me comporter en lâche. Laissez-moi vous dire, j'ai du cran et je suis intelligent. Je sais que ce que je fais en ce moment est extrêmement difficile, c'est la chose la plus dangereuse au niveau mondial, car ce sont de véritables démons endurcis. Et de toute façon, ils vont simplement se reformer et se présenter devant tout le monde si on ne les bat pas. Politiquement, culturellement, légalement et juridiquement, il faut leur couper la tête. Ils ont essayé de nous tuer, de nous mettre en prison, et ils ont tué beaucoup de gens et tout ça. Alors moi je dis, très bien, vous voulez vous battre ? Vous m'avez trouvé. Me voilà, c'est tout. Je vous ai beaucoup parlé, mais on ne s'arrête pas là. On va vous battre. Alex Jones dans son podcast The Alex Jones Show, jeudi 7 novembre, podcast donc on l'a dit qui a pris une toute autre dimension depuis quelques mois. Rudy, est-ce qu'on peut parler de la potentielle violence déjà contre les ennemis de l'intérieur qu'il cite en disant qu'il faut leur couper la tête ? Oui, Tristan parle à l'instant de la purge, de ce fantasme d'extrême droite qui consiste à dire il faut couper la tête du serpent, assécher le marais. C'était un thème qui revenait très souvent, drain the swamp, dans la rhétorique trumpienne, qui est à la fois
promesses et menaces, promesses de châtiment, de punition. Mais juste un point sur cette notion d'ennemis de l'intérieur, parce que les ennemis, oui, il faut les combattre et les châtier ensuite. Ces ennemis de l'intérieur, c'est une accusation qui est utilisée au moins depuis la Révolution française par tous les régimes autoritaires du monde. Ça rappelle le macartisme dans le contexte américain, mais on s'inscrit surtout là dans le répertoire lexical des dictatures fascistes et des dictatures communistes du XXe siècle. Et donc ça a une implication pratique de parler d'ennemis de l'intérieur. On ne discute pas avec un ennemi. On le combat et ultimement on essaie de le détruire. Donc cette dénonciation inlassable des ennemis de l'intérieur, elle remplit plusieurs fonctions. Elle entretient l'idée d'une menace imminente qui justifie les mesures les plus exceptionnelles, les plus radicales. Et puis elle permet aussi de faire diversion en canalisant le mécontentement populaire ou la colère vers un objet extérieur. Alors cet objet extérieur, on l'a dit, c'est des personnalités détestées. Alors Bill Gates, Anthony Fauci, les Rothschild, les Rockefeller, ce qu'on veut, George Soros, des organisations réelles, le FBI, la CIA, des organisations qui n'existent pas aussi, les Illuminati, mais en tout cas la recherche toujours d'un bouc émissaire. Voilà la fonction fondamentale que ça remplit. Tristan. Le seul problème, c'est que on n'est plus en 2016. Qu'aujourd'hui, Trump est mieux entouré, il est mieux préparé, il est porté par la puissance symbolique de la majorité du vote populaire. Ce qui n'est pas rien, ce qui lui donne une force, encore une fois, symbolique très significative. Et puis il a des chances de pouvoir avoir un législatif à sa botte. Il a aussi une Cour suprême qui lui est favorable. Bref, on est à un moment où il y a une violence verbale et un mandat qui n'est pas celui de 2016 et qui est vraiment un mandat gonflé aux hormones. Et après QAnon en 2017, est-ce qu'on peut imaginer un nouveau mouvement complotiste qui verrait le jour avec ce nouveau mandat Trump ? Oui, c'est une vraie question, parce que la mouvance QAnon, ce monstre, est apparu sous la première mandature de Trump. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui va se passer sous le second mandat de Trump? Est-ce qu'on va avoir un revival de la mouvance QAnon, une sorte de QAnon 2.0 ? C'est pas impossible, On a vu tout à l'heure le clin d'œil de Musk à cette mouvance QAnon. On voit qu'il y a quand même une excitation de la base QAnon aujourd'hui. Et surtout, on pourrait peut-être imaginer que le mystérieux Q et ses messages cryptiques qui ont alimenté et qui ont irrigué cette mouvance QAnon, qui n'a plus publié de messages depuis près de 2 ans, si jamais il venait à le faire aujourd'hui, donc si Q se réveillait et commençait à produire du contenu, il n'est pas impossible qu'on assiste à une version 2 de la mouvance QAnon comme on ne l'a jamais connue. Reste que, si ça n'est pas la mouvance QAnon, il y aura peut-être un autre monstre numérique complotiste qui fera surface, mais qui s'appuiera cette fois-ci sur un autre étendard, sur d'autres symboliques ou sur d'autres récits. En tout cas, pas de doute que quelque chose va apparaître de ce second mandat qui va permettre en fait de fédérer une partie de la complosphère, notamment la plus radicale. Pour conclure cet épisode, Rudy, que peut-on retenir de cette séquence ? D'abord, le grand enseignement, c'est que la preuve que l'État profond, cette entité insaisissable, omnipotente, qui était censée verrouiller la démocratie américaine, c'est la preuve que tout ça est un fantasme, puisque Trump est passé. Il y a un analyste américain, Mike Rothschild, qui est un spécialiste de la désinformation et du complotisme, qui a écrit dans un texte quelque chose d'assez crucial. Il écrit « Les théories du complot ont toujours fait partie de nos vies, mais l'acceptation publique de celles-ci, ainsi que le sentiment de sécurité dans le fait de les propager, est un phénomène de l'ère Trump. » Et je crois que c'est ça, le grand enseignement pour nous de ce scrutin américain. C'est-à-dire que non seulement on peut être élu président des États-Unis en partageant des fake news et des théories du complot, mais il apparaît qu'on peut être élu grâce à elles, et pas seulement malgré elles. Merci Tristan Mendes France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci Pauline Pédanec. Et merci à Jean-Raphaël Pont et Chérif Bitelmadji au son, Arthur Le Breton et Cyril Balta à la vidéo. C'est la fin de ce 76e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.